Pour commencer cette séance sur la question des pratiques professionnelles et des régulations genrées, j'accueille avec grand plaisir Céline Béraud, qui est directrice de recherche à l'EHESS, responsable de la chaire genre et religion, qui travaille effectivement depuis plus d'une dizaine d'années sur la question religion, prison et de l'espace du religieux dans le monde carcéral. Une des pionnières de ces questions, de cette attention portée aux questions de genre à un moment où ces questions étaient encore très peu présentes finalement dans l'espace académique. Je pense bien sûr à ma collègue Corinne Rostin, qui fait ses premiers travaux dans les années 90 sur les détentions de femmes, qui s'intéresse aussi à la présence de ces mères avec leurs enfants. Je crois que c'était même sa thèse, je crois que c'était vraiment des premiers travaux de recherche qu'elle ait rédigés. Donc c'était une grande chance de travailler avec elle. C'est elle qui vraiment nous a fait entrer en prison. Le point de départ de notre collaboration, c'est un appel à projet de la direction de l'administration pénitentiaire. On est en 2009, donc on est plus que 10 ans même. Un appel à projet dans un moment particulier pour l'administration pénitentiaire, parce qu'on est à la fin des années 2000, c'est-à-dire qu'on est à la fin d'une décennie où la question religieuse a monté en puissance pour les autorités administratives et politiques qui s'intéressent aux questions carcérales, et notamment bien sûr au sein du ministère de la Justice. On continue ensuite ces recherches, on continue au milieu des années 2015, là uniquement avec ma collègue Claire, où on répond finalement à l'appel à projet du CNRS post-attentat. Donc d'une certaine façon on profite nous aussi de manière peut-être un peu opportuniste, mais tout en gardant une capacité assez critique par rapport au recours même à ce cadrage et à cette notion de radicalisation que moi je considère comme étant un élément, comme étant une politique publique, c'est-à-dire que je ne considère pas comme ayant une portée analytique, moi, qui m'aide à comprendre les données que je récolte, mais qui en tous les cas est une donnée, puisqu'il y a des politiques publiques de lutte contre la radicalisation, et notamment une politique carcérale de lutte contre la radicalisation, et que ça pour le coup c'est bien réel. Là on est face à des choses qui se sont incarnées dans des dispositifs et qui ont des effets très concrets en matière religieuse et en prison en particulier. On a aussi piloté avec Claire et avec l'aide notamment d'une juriste, ce qui était une façon d'ouvrir encore la perspective de nos recherches, où on a travaillé là sur les aumôniers, l'aumônerie musulmane en prison, dans l'armée et dans l'hôpital. Vous voyez, donc on est, il y a une sorte de double mouvement un peu inverse, c'est-à-dire qu'on est allé de la religion en général à l'islam, qui est resserré, et en même temps une ouverture institutionnelle où on est passé de la prison à plusieurs univers institutionnels, en incluant les hôpitaux et l'armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'aumôniers sont des aumônières, et ça dans toutes les confessions, y compris, il n'y a aucune confession religieuse qui échappe à cette féminisation-là. C'était un non-sujet. À chaque fois que j'ai mis sur la table cette question-là, on me disait « ça c'est l'affaire des cultes, ça ne nous regarde pas », etc. Et je vais vous le raconter à un moment, y compris la question de la radicalisation, elle est pendant très longtemps pensée exclusivement au masculin. Ce qui n'est pas très singulier dans cet univers-là, où on sait que la détention, je veux dire, c'est quelque chose qui renvoie à quelque chose de plus général, où les dispositifs de la détention sont pensés d'abord pour les hommes. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit ressurgir ici. Globalement, et on l'a déjà dit aussi ce matin, les femmes, elles sont généralement détenues dans des petits quartiers au sein d'établissements pour hommes. Et donc l'incarcération des femmes dans ce contexte-là, ça relève aussi d'un choix, un choix qui a été fait pour limiter l'éloignement entre leur lieu d'incarcération et leur domicile. C'est qu'elles sont tellement peu nombreuses
que si des établissements leur sont consacrés, finalement, ça fait que voilà, il n'y en a que quelques-uns, elles sont tellement peu nombreuses, mal réparties sur le territoire. Et donc finalement, voilà, le choix qui a été fait, ça a été de multiplier les petits quartiers dans les nouveaux bâtiments construits. Donc le quartier femmes est là, elle passe au sein du quartier scolaire, et l'entrée des ateliers, elle devait être par là, je ne me rappelle plus très bien, par ici. Et donc là, c'est pareil, des bardages opaques ont été rajoutés à la place des grilles simples pour soustraire les femmes au regard des hommes, quoi, finalement, et pour leur éviter de subir, comme un moyen de les protéger de leurs agressions. Donc il va falloir entreprendre de déconstruire cette évidence et poser finalement sérieusement la question de ce qui justifie qui justifie ou non la perpétuation d'une ségrégation des sexes en prison, alors même que la plupart des institutions, on l'a déjà dit ce matin aussi, hôpitaux, écoles, voilà, ont séparé les sexes et finalement ont fini par adopter un principe de mixité. Donc tu cherches à Rolex, laboratoire d'études de genre et sexualité à Paris 8, et tu as soutenu ta thèse en novembre 2021, la thèse qui s'intitulait La vie en rose. Et la thèse, c'était sous la direction de qui? Hélène Marquis. Hélène Marquis, d'accord. Donc, et donc, on te laisse la parole. Aujourd'hui, le Baker Miller Pink n'est pas employé qu'en prison, donc on l'emploie aussi dans les cellules de garde à vue, dans des commissariats, ce qui a valu le surnom de Drunk Tank Pink, donc le rose cellule dégrisement, quoi. Mais aussi dans les hôpitaux, des cabinets médicaux, dans les files d'attente, en fait, pour apaiser la foule qui s'impatiente avec son ticket. On a trouvé aussi dans des lotissements de logements, en particulier des logements sociaux. Et on trouve aussi une tendance qu'on trouve régulièrement aussi pareil dans la presse plutôt déco du coup, décoration d'intérieur, dans les domiciles des particuliers et des particulières, donc qui veulent avoir une teinte qui va les apaiser au quotidien parce que la vie c'est dur. Donc comme je disais, malgré une remise en question répétée des effets du Baker Miller Pink, constamment on revient dessus. Et aussi on va le voir sur son histoire scientifique, comment elle a été élaborée, en tout cas comment elle a été trouvée. Dans un contexte donc, qui est celui des prisons et en particulier un contexte d'expérimentation sur une population majoritairement, voire même exclusivement masculine, et donc tous les effets d'incompatibilité symbolique qu'il peut y avoir donc, entre la couleur rose, symbole international de féminité depuis les années 50, et ces hommes dans des espaces monosexués où il y a un surinvestissement de masculinité. En collaboration donc avec l'adjudant-chef Jane Baker et le capitaine Ron Miller, qui sont les deux personnes qui ont donné leur nom au Baker Miller Pink. Donc, ce qui montre bien déjà que c'est bien le focus sur l'expérimentation en prison qui fait le succès, le buzz médiatique de cette couleur. Donc ils ont accepté à des fins expérimentales de peindre en rose une cellule d'admission dans laquelle devraient passer les nouveaux détenus avant de rejoindre leur cellule personnelle. Donc selon Baker, c'était en effet lors de l'admission qu'il fallait tenter d'apaiser les nouveaux détenus qui souvent avaient des comportements violents. Au-delà de l'effet de surprise que peut provoquer le fait de se retrouver dans une cellule inhabituellement rose, le Baker Miller Pink peut donc aussi être perçu par les détenus comme une menace pour leur virilité et provoquer des variations de comportement, certainement celles identifiées par les différentes études suspensionnelles. Donc un des exemples, c'est la Tent City donc en Arizona. Donc elle a été bâtie en 1993 près de Phoenix, donc c'est un camp de détention pour détenus purgeant des courtes peines et qui est connu pour ses conditions difficiles. Les journalistes sont invités régulièrement pour faire des papiers ça donne pas forcément envie. Donc on n'y vit pas dans des cellules, mais on vit dans des tentes. Donc tout le monde fait le surnom de Tent City, et notamment sous des chaleurs accablantes.
On retire les machines de musculation aux détenus, l'accès à la pornographie et en l'occurrence aussi la Tent City est particulièrement connue parce que ces prisonniers, mais aussi ces prisonnières, donc il y a des détenues femmes dans cette prison qui bizarrement ne sont jamais citées dans les articles de presse parce que c'est moins rigolo de mettre des sous-vêtements roses à des femmes, peut-être.